Donc petite vidéo sur chapitre 9, la monnaie. Nous allons voir maintenant la troisième partie, la politique monétaire, et nous allons traiter l'item suivant, comprendre le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage du taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire, et comprendre les effets de ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l'activité économique. Donc, nous allons commencer par le rôle de la Banque centrale. Je vous invite à lire le document 4, le rôle de la Banque centrale. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque centrale a notamment pour fonction, en tout cas la Banque centrale européenne, a pour fonction de maîtriser un taux d'inflation à 2%, c'est-à-dire que son objectif principal et en fait quasiment unique, c'est que les prix dans la zone euro augmentent chaque année en moyenne de 2%. D'accord. Donc on va essayer de comprendre comment elle fait et pourquoi finalement c'est la Banque Centrale Européenne a cet objectif-là. Déjà, on va revenir sur une notion importante, le taux d'intérêt dont on a parlé concernant le refinancement de l'économie. Le taux d'intérêt, donc le prix de la monnaie, c'est le pourcentage d'une somme prêtée que le débiteur doit payer annuellement à son créancier en rémunération d'un service rendu. Je vous rappelle accessoirement que le taux d'intérêt, il n'y en a pas qu'un en fait. Les taux d'intérêt sont nombreux et finalement le taux d'intérêt est une mesure du risque du crédit, donc il va dépendre finalement de la durée du crédit, de la confiance qu'on accorde un débiteur, de la quantité aussi accessoirement d'offres et de demandes de fonds prêtables sur le marché des fonds prêtables. Voilà, toutes ces choses-là vont orienter le taux d'intérêt. Donc il n'y en existe pas qu'un, comme vous le savez, il y en a plusieurs. Maintenant, les taux d'intérêt vont aussi dépendre du taux d'intérêt directeur fixé par la Banque centrale. Donc ça, c'est le principal outil d'une banque centrale, son taux directeur. Et en l'occurrence, il existe trois taux d'intérêt directeurs. Nous, celui qu'on va le plus utiliser, en fait, on va quasiment parler que de celui-là. C'est le premier, le taux de refinancement des banques commerciales. Donc, il s'agit du taux d'intérêt sur l'argent prêté par la Banque centrale aux banques commerciales. Actuellement, dans la zone euro, il est tout simplement de 0%. Voilà, donc la Banque centrale prête des liquidités aux banques commerciales, aux banques de second rang, c'est-à-dire BNP Paribas, Crédit Mutuel, toutes les banques que vous connaissez, d'accord, à un taux de 0%. Ce taux est extrêmement faible, tout simplement parce que la Banque centrale européenne cherche à diminuer les taux d'intérêt sur les crédits à la consommation et sur l'investissement dans les biens immobiliers ou tout simplement les investissements des entreprises. Donc la BCE a pour objectif de diminuer au maximum les taux d'intérêt que les ménages et les entreprises, associations, bref, globalement les agences économiques vont devoir payer quand ils s'endettent pour stimuler tout simplement la consommation et l'investissement. Voilà, c'est pour ça que les taux sont extrêmement faibles et l'idée c'est d'essayer de relancer l'activité économique parce que nous avons un taux d'inflation actuellement qui est inférieur à l'objectif de 2%. Et pour augmenter le taux d'inflation, on en reparlera, mais en fait, stimuler l'activité économique, augmenter la masse monétaire en circulation, ça fait augmenter tout simplement le niveau général des prix. Donc ça, taux directeur, taux de refinancement, c'est le principal outil, encore une fois, de la Banque centrale et notamment de la Banque centrale européenne. Donc c'est ça qu'on va surtout utiliser. Ensuite, le deuxième taux directeur, c'est le taux de rémunération des dépôts. Donc finalement, quand vous avez des banques commerciales qui ont des capacités de financement, mais qu'elles ne souhaitent pas utiliser les capacités pour financer d'autres banques à besoin de financement, eh ben, elles peuvent placer leurs capacités sous forme d'épargne à la Banque centrale. En l'occurrence, actuellement, la BCE a fixé les taux de rémunération à moins 0,5%. Donc en fait, les banques commerciales qui souhaitent épargner perdent tout simplement de l'argent. L'idée étant, je pense que vous le comprenez assez facilement, c'est que les banques qui ont un excès d'épargne, finalement, soient vraiment incitées à prêter aux banques qui ont un besoin de financement pour, encore une fois, c'est toujours la même logique,
mettre des liquidités dans l'activité économique pour stimuler l'investissement, la consommation, ce qu'on appelle la demande, et finalement stimuler la production et donc l'augmentation de la richesse que l'on va produire au sein de notre société. Et puis le troisième taux, c'est le taux de prêt marginal, qui est le taux fixé sur de l'argent prêté à des banques en très très grande difficulté. Actuellement, il est de 0,25%. Ça, c'est pour votre culture. On en parlera plus à partir de maintenant. Et en fait, on va principalement parler du taux de refinancement. Donc dès que je parle de taux d'intérêt directeur, je parle du premier qu'on a vu, le taux de refinancement des banques. Voilà. Alors, ce qu'il faut, enfin, comment dire, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est la chose suivante. Quel est le lien entre le taux d'intérêt directeur et les taux d'intérêt que nous, en tant que ménage, nous allons payer? Eh bien, imaginons la chose suivante, vous avez la banque centrale qui prête de l'argent à Banque Populaire à un taux de 2%. Banque Populaire, grâce à cet argent, va pouvoir nous prêter de l'argent si on a des besoins de financement. Et donc, Banque Populaire va fixer des taux tout simplement supérieurs à 2% pour pouvoir rembourser la banque centrale et pour pouvoir en même temps faire du profit. Hein. Les banques sont des entreprises, leur mission, leur utilité, hein, en tout cas leur fonction, c'est de faire du profit, de réaliser du profit. Donc, si vous voulez, plus le taux directeur sera élevé, plus les banques commerciales vont devoir rembourser des intérêts élevés auprès de la banque centrale, plus elles augmenteront les taux d'intérêt que nous allons devoir rembourser lorsque les banques commerciales nous prêtent de l'argent. C'est assez simple. Et donc, en l'occurrence, hein, les taux étant actuellement de 0%, nous en tant que ménage, ou les entreprises, ou encore une fois les associations, tous les agents économiques qui sont en besoin de financement trouvent actuellement des liquidités à des taux d'intérêt très très faibles. Et ça devrait nous encourager finalement à investir, à consommer et à stimuler l'activité économique. Voilà. Alors ça c'est le premier outil, hein, si on revient à notre document 4, hein, comment la Banque centrale contrôle-t-elle l'émission monétaire? Tout simplement jouant sur le taux directeur. Dans l'activité numéro 2, hein, sur la partie création monétaire, normalement, vous avez compris que ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie lorsque elles accordent des crédits à des agents à besoin de financement. En l'occurrence, si les taux sont très faibles, les agences économiques vont être incitées à s'endetter et donc les banques vont accorder beaucoup de crédits, ce qui va augmenter la masse monétaire en circulation, ce qui va augmenter le niveau général des prix. Inversement, si les taux directeurs sont très élevés, les banques commerciales vont fixer des taux d'intérêt très élevés, les agents économiques vont moins s'endetter, donc progressivement, il y aura la masse monétaire qui va diminuer et le taux d'inflation va tout simplement ralentir. Donc l'inflation va continuer d'augmenter mais à des taux plus faibles. Voilà. L'objectif, hein, encore une fois, étant de contrôler le niveau général des prix. Donc voilà le principal outil et voilà comment il fonctionne. Mais ce n'est pas le seul outil en fait, hein, pour maîtriser la masse monétaire en circulation. Vous avez aussi le taux de réserve obligatoire. Donc dans la zone euro, si vous voulez, hein, les banques commerciales, les banques de second rang, doivent avoir 1% de leurs dépôts sur leur compte courant qui se trouve à la Banque Centrale Européenne. Donc en gros, si Banque Populaire possède 100 euros de dépôt dans sa banque, hein, elle doit avoir 1 euro sur son compte courant à la Banque Centrale. Bien évidemment, plus les taux de réserves obligatoires sont élevés, plus les banques de second rang et les banques commerciales doivent épargner, entre guillemets en tout cas, doivent avoir en stock une partie de leurs dépôts et donc elles peuvent moins prêter d'argent. Plus les taux de réserve obligatoires seront faibles, plus elles auront de capacité pour prêter de l'argent et donc finalement augmenter la masse monétaire. Hein. C'est toujours l'idée. Hein. Taux de réserve obligatoire élevé, ça signifie que les banques vont accorder moins de crédit, donc la masse monétaire va avoir tendance à se contracter. Inversement, si les taux de réserve obligatoires sont très très faibles, les banques commerciales vont pouvoir accorder plus de crédit, donc la masse monétaire en circulation va s'accroître, ce qui va stimuler l'activité, certes, mais aussi l'inflation. Voilà. Et
il faut comprendre une chose également, c'est que la banque centrale est toujours prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que lorsqu'une une banque commerciale sur le marché interbancaire, une banque commerciale qui est en besoin de financement, si elle n'arrive pas à trouver de monnaie parce que les banques à capacité de financement ne veulent pas prêter, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un problème de confiance. C'est ce qui s'est passé notamment lors de la crise des subprimes en 2008. Vous aviez le marché interbancaire qui était complètement gelé parce que les banques à capacité ne voulaient plus prêter aux banques à besoin de financement parce que finalement toutes les banques avaient peur que les autres fassent faillite. Et ben à ce moment-là, la banque intervient en dernier ressort pour refinancer en fait les banques à besoin de financement qui n'arrivent pas à trouver de banques, comment dire, à capacité de financement, souhaitant prêter une partie de sa capacité de financement. Voilà. Donc, on va définir tout simplement la banque centrale de la manière suivante. C'est l'institution financière qui est chargée de définir et de conduire la politique monétaire, d'assurer le contrôle de la création monétaire et donc de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort. Alors, taux d'intérêt pour contrôler la masse monétaire, taux d'intérêt directeur, réserve obligatoire et autre rôle essentiel de la Banque centrale et notamment Banque centrale européenne, prêteur en dernier ressort. Alors il y a une autre façon, en plus du taux d'intérêt directeur, en plus de la fixation des réserves obligatoires, il y a ce qu'on appelle l'open market. Donc je vous invite à prendre le document 4, page 121 de votre manuel. L'open market, finalement, je vais me baser sur ce schéma-là pour bien vous faire comprendre. Vous avez une banque centrale qui souhaite, comment dire, limiter la création l'octroi de crédit pour limiter la création monétaire et donc contrôler la masse monétaire en circulation. Donc, elle va mener ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive. Je reviendrai sur les termes de politique monétaire expansive, restrictive après. Restrictive, c'est quand la Banque centrale cherche à limiter l'augmentation de la masse monétaire, voire même à réduire la masse monétaire en circulation dans certains cas. Et ben en fait, si vous voulez, la Banque centrale va offrir des titres, des actions, des obligations qu'elle possède dans son bilan. Elle va offrir des titres financiers sur le marché financier secondaire, comme on a parlé quand on a fait le financement de l'économie, c'est-à-dire qu'en fait elle va offrir des actions, des obligations qui vont être achetées notamment par les banques commerciales. Et donc les banques commerciales vont tout simplement utiliser une partie de leur liquidité pour racheter ces titres, ce qui va progressivement faire monter tout simplement les taux d'intérêt et les crédits vont progressivement diminuer. En tout cas, le nombre d'octrois de crédits diminue. De ce fait, si vous voulez, c'est comme si la Banque centrale aspirait une partie des liquidités que possèdent les banques. Une fois que les banques, pour le dire autrement et pour être peut-être un peu plus clair, lorsque les banques achètent des actions et des obligations auprès de la Banque centrale européenne, elles ont moins de liquidités en stock, donc elles peuvent moins prêter sur le marché interbancaire, donc les taux d'intérêt montent, et si les taux d'intérêt montent, ça va se répercuter ensuite sur les taux d'intérêt que les banques vont fixer auprès des agences économiques en besoin de financement qui cherchent à s'endetter. De ce fait, si les taux sont plus élevés, les agences économiques vont moins s'endetter, et s'il y a moins d'endettement, il y a moins de crédit, la création monétaire diminue, et donc la masse monétaire augmente moins vite, voire même, encore une fois, peut diminuer. Ce qu'il faut retenir, donc, il y a trois instruments dans le contrôle de la masse monétaire. Il y a le taux d'intérêt directeur, qui est le principal outil, la fixation des réserves obligatoires et l'open market. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est, ce qu'il faut absolument retenir, en plus de tous les éléments que je viens d'évoquer, la baisse des taux d'intérêt directeurs, ça se traduit par une augmentation de la monnaie en circulation. L'augmentation des taux directeurs, ça se traduit par une diminution de la monnaie en circulation. Deuxième chose, la Banque centrale contrôle la masse monétaire à l'aide de trois instruments: taux d'intérêt directeur, réserves obligatoires et open market. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les choses
à maîtriser. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vous invite à regarder cette petite vidéo sur les politiques monétaires conventionnelles, non conventionnelles. Donc jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de politiques monétaires conventionnelles. Je parlerai très très rapidement des politiques monétaires non conventionnelles. On le fera quand on sera en classe virtuelle ensemble. Deux questions par rapport à cette petite vidéo. Quel risque entraîne un taux d'inflation supérieur à 2%? Donc ça, c'est pour vous faire comprendre ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire finalement la Banque Centrale Européenne a pour objectif un taux d'inflation de 2%. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis ensuite, on va essayer avec des schémas de comprendre les différents mécanismes en lien avec la politique monétaire. Donc le taux d'inflation, finalement, pourquoi il peut poser problème? L'inflation, si elle est trop importante, donc encore une fois, c'est l'augmentation du niveau moyen des prix dans une société. Si l'inflation est trop élevée, ça va déjà se traduire par une diminution du pouvoir d'achat des ménages, tout simplement parce que les prix augmentent. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai évoqué dans la vidéo précédente que lorsqu'il y a de l'inflation, la monnaie perd de sa valeur. C'est assez logique à comprendre. Vous avez 10 euros le 1er janvier 2020. Vous pouvez acheter 10 baguettes à 1 euro. Le prix de la baguette passe de 1 euro à 1,1 euro. Et les 10 euros que vous aviez le 1er janvier 2020 ne vous permettent plus d'acheter 10 baguettes si le prix de la baguette passe de 1 euro à 1,1 euro. Donc la monnaie que vous aviez, en fait, la monnaie que vous avez a perdu de sa valeur parce que il y a eu de l'inflation, c'est-à-dire que les prix ont tout simplement augmenté. La deuxième chose, c'est qu'il y a une diminution de la valeur de la monnaie et donc mécaniquement ça va ça va nuire aux investisseurs. C'est-à-dire que cette baisse de la valeur de la monnaie engendrée par l'inflation dont on vient de parler va provoquer une méfiance de ceux qui voudraient prêter de l'argent à long terme. D'accord? Parce qu'en fait, si l'inflation devient très forte, l'argent que je vais prêter à long terme va perdre beaucoup de valeur. Et donc finalement, ça vaut pas le coup de prêter à long terme. Il vaut mieux utiliser la monnaie tout de suite finalement. Donc un taux d'inflation trop élevé, ça nuit aux créanciers, ça nuit donc à l'investissement parce que les agents à besoin de financement trouvent moins d'agents à capacité de financement. Or, l'investissement est source de croissance économique et donc d'augmentation des richesses. Troisième limite de l'inflation, si dans mon pays le taux d'inflation est de 3%, d'accord, mais qu'il est seulement de 2% ailleurs, ça veut dire qu'en fait mes prix augmentent relativement plus vite qu'ailleurs et donc les entreprises nationales vont vendre des produits avec des prix plus élevés qu'à l'étranger et donc elles vont perdre en compétitivité prix. De ce fait, les exportations vont diminuer, ce qui va nuire en fait à l'activité économique, à la production de richesse. Voilà pourquoi l'inflation, finalement, il faut s'en méfier. Alors, si vous voulez, pour maîtriser un taux d'inflation à 2%, il y a deux solutions. Si on est en dessous de 2%, la Banque Centrale Européenne va faire ce qu'on appelle une politique monétaire expansive, c'est-à-dire qu'elle va chercher à augmenter la masse monétaire en circulation et à stimuler l'activité économique. Si le taux d'inflation est supérieur à 2%, elle va faire ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire qu'elle va chercher à contracter la masse monétaire en circulation pour faire diminuer tout simplement le taux d'inflation. En l'occurrence, deux petits schémas pour résumer tout ça. On va principalement travailler sur le taux directeur. Lorsque la Banque centrale augmente les taux directeurs, il y a une augmentation des taux d'intérêt sur les crédits accordés, donc une diminution des crédits parce que les agences économiques vont trouver que les crédits coûtent trop cher, ralentissement de la demande de biens et services, ralentissement de l'inflation, ça c'est ce qu'on appelle la désinflation, je vous donnerai les définitions après, et donc il y a un ralentissement de la croissance économique, la production augmente moins vite. Dans ce cas, il y a une réduction de la masse monétaire, c'est-à-dire qu'on a bien le taux d'inflation qui diminue, d'accord, mais en même temps, ça va se traduire par un ralentissement de l'augmentation de la production et donc peut-être par une augmentation du chômage. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait une politique monétaire restrictive parce que le taux d'inflation est trop élevé. Si le taux d'inflation est trop bas, on va faire tout simplement une politique monétaire expansive. On va diminuer les taux directeurs, donc baisse des taux sur le crédit, augmentation des crédits, accélération de la demande de biens et services, accélération de l'inflation, de la croissance. Dans ce cas, la masse monétaire augmente, donc on va s'enrichir de plus en plus puisqu'on va produire plus, il y aura moins de chômage, mais en même temps, les prix vont augmenter. Au bout d'un moment, si les prix augmentent trop, on retombe ici. C'est-à-dire que nos entreprises vont perdre en compétitivité, les investisseurs investiront moins et il y aura une diminution du pouvoir d'achat et donc finalement ça va si on laisse filer l'inflation, ça va avoir un effet contre-productif à celui recherché au départ quand on fait une politique monétaire expansive, c'est-à-dire finalement l'objectif c'est quand même de stimuler l'activité économique. Si l'inflation augmente trop, au contraire ça va avoir des répercussions extrêmement négatives. En résumé, deux types de politiques, politique expansive et politique restrictive. Donc, je fais un petit bilan. Les objectifs de la politique expansive: favoriser la consommation, l'investissement, stimuler la production et la croissance. Moyen: baisser les réserves obligatoires, baisser les taux directeurs ou achat de titres par la Banque centrale auprès des, euh, des banques commerciales, c'est-à-dire en fait, on retrouve ici les réserves obligatoires, les taux d'intérêt et l'open market. L'effet pervers, c'est qu'on va générer de l'inflation. A l'inverse, la politique monétaire restrictive, l'objectif c'est de limiter l'inflation, restaurer la confiance des investisseurs, donc des agents à capacité, pour faciliter l'endettement des agents à besoin de financement. Les moyens utilisés, c'est le contraire. On va augmenter les réserves obligatoires, on va augmenter le taux directeur et puis on va faire de l'open market, mais dans le sens inverse à celui que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire qu'en fait la Banque centrale va commencer à vendre sur les marchés des actions, des obligations pour aspirer les liquidités, une partie des liquidités possédées par les banques commerciales qui, en ayant moins de liquidités, pourront accorder moins de crédits ou en tout cas des crédits à des taux plus élevés parce qu'il y aura moins de liquidités disponibles. Et l'effet pervers, ralentissement de la croissance et aggravation du chômage. Alors je vous invite à aller sur ce site, Jeu de la Fed. C'est assez marrant. Vous pouvez voir en fait ce qui se passe quand vous diminuez. Donc la Fed, c'est la Banque fédérale américaine, Banque centrale américaine. Qu'est-ce qui se passe finalement quand vous diminuez très très bas pendant très longtemps les taux directeurs? Vous allez voir que la croissance va être très élevée, mais que l'inflation va commencer à exploser. Et au bout d'un moment, la croissance va commencer à ralentir, le chômage va commencer à augmenter. Et inversement, si vous fixez les taux très très élevés, vous allez avoir en fait l'inflation très très faible, la croissance très faible, le chômage qui explose, et au bout d'un moment, vous rentrez en crise économique. D'accord? Donc finalement, la politique monétaire, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'il faut arriver à fixer en fait les bons taux directeurs, le bon niveau de réserves obligatoires, faire un bon système d'open market pour pouvoir finalement à la fois maîtriser l'inflation sans pour autant déprimer l'activité économique. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Voilà. Alors, il faut bien distinguer les notions suivantes que j'ai utilisées pendant cette vidéo. L'inflation, c'est l'augmentation durable et cumulative du niveau général des prix. D'accord? Donc c'est quand le niveau moyen des prix augmente. La déflation, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du niveau général des prix. Donc ça, c'est la situation économique qu'il faut absolument éviter. C'est par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis après la crise de 29. C'est ce qui se traduit quand on a des crises de surproduction. La déflation génère les plus grandes crises économiques en fait. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a un objectif de 2% d'inflation, parce que l'inflation finalement, quand elle est maîtrisée, signifie que l'économie se porte globalement bien. Et puis vous avez la désinflation, donc ça c'est le ralentissement de l'augmentation du niveau général des prix. Donc ça c'est ce qu'on cherche quand on fait une politique monétaire restrictive. On ne cherche pas la déflation, on cherche juste à ralentir le niveau d'inflation pour se rapprocher à nouveau de l'objectif des 2%. Voilà. Donc, la Banque centrale, si vous voulez, il y a deux banques centrales que j'aime bien mettre en comparaison, et je m'arrêterai là pour cette petite vidéo. Ensuite, en classe virtuelle, on aura le temps de traiter les nombreuses questions que vous avez probablement sur cette partie, car c'est assez complexe finalement. Vous avez
d'un côté la Banque fédérale américaine qui a pour objectif, en fait, deux objectifs au niveau de la Fed, hein. Vous avez la stabilité des prix, donc inflation à 2%, mais vous avez aussi un objectif d'emploi. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, on ne va pas hésiter à faire des politiques conjoncturelles de type keynésien, c'est-à-dire que la Banque fédérale peut mettre de temps en temps un peu de côté l'inflation s'il faut stimuler l'activité économique et la création d'emplois. Voilà. Or, en Europe, si vous voulez, notre BCE, elle a qu'un seul objectif principal, c'est la stabilité des prix. C'est ce qu'on appelle des politiques de long terme structurelles, puisque la stabilité des prix vise à redonner confiance ou à donner confiance aux investisseurs. Et ces investissements à long terme vont finalement nous permettre d'accroître notre croissance économique. C'est plutôt dans la pensée néoclassique, hein. Le seul truc, c'est que si vous voulez, si la croissance est atone, faible, dans la zone euro et qu'il y a du chômage, tant que le niveau d'inflation est à 2%, la Banque Centrale Européenne ne fera rien en fait, hein. Et donc c'est une philosophie extrêmement différente. Voilà, alors en sachant que là, on est sûr que la Banque Centrale, avec la crise économique qui est en train de nous arriver suite au coronavirus, la Banque Centrale Européenne va intervenir. On ne sait pas encore trop de quelle façon, mais on peut être certain qu'elle va utiliser de politiques non conventionnelles, c'est-à-dire qu'elle va utiliser une politique, des instruments différents du taux d'intérêt directeur, des réserves obligatoires ou encore de l'open market. Mais ça, on en parlera tranquillement en classe virtuelle. Voilà.